2 semaines, l'éco-embourgeoisement, on en a parlé parce qu'il y a un article qui est paru dans la presse à ce moment-là, qui en gros associé l'éco-embourgeoisement et peut-être même la gentrification au fait qu'on puisse verdir les quartiers. Il y avait beaucoup de raccourcis. Je trouvais ça intéressant comme sujet. Il y avait beaucoup de raccourcis, j'ai trouvé, malgré tout. Et puis, je me suis un peu plus intéressé à ça depuis 2 semaines. Je regardais ça circuler un petit peu sur les réseaux. Et hier, au miracle, grand miracle, il y a quelqu'un qui a exercé son droit de réplique dans le même journal La Presse, donc La Presse Plus. Il s'agit d'Alexandra Nadeau, qui est titulaire d'une maîtrise en études urbaines et agente de projet en participation citoyenne et verdissement. Elle est avec nous ce matin. Bon matin Alexandra, est-ce que ça va bien? Bon matin Thibaut, oui, ça va bien, merci. Bon, merci à toi de venir nous faire une petite visite puis un petit point sur cette histoire d'éco-embourgeoisement. Est-ce que d'abord tu pourrais un petit peu mieux résumer que moi ce qui se disait dans ce texte d'il y a 2 semaines qui s'appelait Haro sur l'éco-embourgeoisement? Oui, en fait, c'est ça. Moi, j'ai fait, comme tu dis, une réplique à ce texte-là qui disait dans la presse il y a 2 semaines, vraiment, c'était quand même court comme article, mais ça statuait d'emblée que quand il y a des pistes cyclables et des parcs qui arrivent dans un quartier, souvent les plus pauvres, les plus démunis sont chassés. Puis ça donnait une série d'exemples ensuite qui voulaient démontrer son point, comme le Woodnerf dans le sud-ouest ou le Campus 1000 avec les projets éphémères d'écriture urbaine. Mm-hmm. Donc, il citait après ça quelques exemples, en citant quelques auteurs académiques pour justifier un peu le point qu'il faisait. Okay. Mais comme tu l'as dit un peu, c'est un article qui fait quand même beaucoup de raccourcis, donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce qu'il a dit dans son article, justement. Ouais, moi, il y a quelque chose. Bon, les auditeurs qui nous écoutent souvent savent que je suis un coureur c'est ça. Et pour le sport et pour me déplacer, je cours énormément. Et notamment dans cet article, on peut lire des choses comme on dit souvent que pour mesurer la gentrification, il faut compter le nombre de personnes qui font du jogging le matin. Ben voyons. Donc, en tout cas, moi, je connais beaucoup de coureurs. Il y en a des plus aisés, puis il y en a des pas mal moins aisés. Bref, sur ce, je vous invite à aller le relire si le sujet vous intéresse. C'était publié le 5 août 2019 par Mathieu Perrault sur La Presse Plus. Et donc, toi, quand tu as vu ça, sachant que je rappelle ton titre, donc tu as une maîtrise en études urbaines et tu es agente de projet en participation citoyenne et verdissement. J'imagine que tu as dû un petit peu tomber de ta chaise. Ouais, mais une chose qu'il faut vraiment dire d'emblée, là, c'est que c'est vraiment un phénomène super complexe, la gentrification, puis même au sein de la communauté académique ou même ceux qui travaillent avec les citoyens dans la participation citoyenne, on a souvent des débats justement là-dessus, puis grâce à cet article-là, on en a eu encore plus entre nous. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui fait en tout cas consensus, s'il y en a un, sur la gentrification et ou l'éco-embourgeoisement, vite? En fait, c'est ça, la gentrification, juste pour qu'on soit tout le monde sur la même longueur d'onde, vraiment, je ne suis pas experte, mais ce que c'est grosso modo, lorsque il y a des développements immobiliers ou des services plus haut de gamme comparativement à ce qu'on a l'habitude, qui se mettent en place dans un quartier, qui font monter le prix des loyers et le prix des services. Puis ce que ça a comme effet, c'est que oui, il y a des gens qui voient leur loyer augmenter, voient le prix des services augmenter, donc ils ne peuvent plus se permettre d'habiter dans ce quartier-là. Donc, en soi, on parle de déplacement de populations qui sont dans un état de vulnérabilité, donc qui doivent justement quitter leur quartier parce que c'est trop cher. Quand on parle de ça, c'est, on va dire, un lien rapide à faire, mais quand on développe un quartier, c'est pas juste un bâtiment, c'est pas juste un café ou c'est pas juste un nouveau parc, c'est tout ça ensemble. Puis la plus grande question qu'on doit se poser, c'est qui développe et de quelle façon. Parce qu'en soi, c'est pas mauvais ni mal de développer un nouveau projet immobilier qui est super beau ou de développer une petite épicerie alimentation dans un désert alimentaire où on n'en avait pas avant. Ça, c'est pas mauvais, c'est souhaitable des fois même. Avec mais des ça aliments dépend comment sains. c'est fait. Mais oui, c'est ça. Puis, je veux dire, c'est vraiment compliqué parce que oui, il y a des fois qu'on parle d'éco-embourgeoisement. L'éco-embourgeoisement, c'est dans le fond de dire que c'est une espèce de même chose de déplacement de population ou de changement de l'identité du quartier parce que
il y a des projets verts, entre guillemets, c'est-à-dire des parcs, des pistes cyclables, des coureurs, ou bien peu importe, là, ce qu'on pensait qui ressemble à la couleur verte, là, si on veut. Ouais. Mais c'est ça. Donc, c'est vrai que lorsqu'il y a, comme je l'ai mentionné dans mon article, quand on a des investissements privés qui développent ce genre d'espace vert, parce qu'on développe un condo à côté, puis on veut que les nouveaux résidents de ce nouveau condo super de luxe aient un espace vert, évidemment que cet espace-là contribue à un phénomène plus grand. Oui. On voit le cas par exemple, dans Saint-Henri, dans Griffintown. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça, la gentrification. Mais quand on parle d'un projet communautaire, d'un jardin qui vient vraiment de l'initiative des citoyens, qui a des consultations, qui a une démarche qui est tellement complexe aussi, on ne peut pas non plus faire le raccourci en disant « Ah ben voilà un nouvel espace vert, voilà un nouvel embellissement de l'espace public, donc gentrification ». Ça, c'est faux. Ok. Parmi les pistes qui sont proposées donc, dans le premier article sur lesquelles tu reviens, imposer notamment des quotas de logements sociaux. Alors moi, je t'avouerai que ça m'a aussi fait tomber de ma chaise, parce qu'en fait, quand on parle notamment d'agriculture urbaine ou de verdissement, souvent, dans ces projets-là, ce qui va se passer, c'est notamment de la bouffe gratuite. Ok, on cultive des jardins tous ensemble. Alors je résume, hein, c'est un peu schématisé, mais on cultive des jardins tous ensemble. Tu passes là, si tu vois une tomate, tu la ramasses, puis tu peux la partager avec ta famille le soir. J'ai un peu de difficulté à comprendre, d'une part, qu'on impose des quotas sociaux, pendant que de l'autre côté, ces jardins-là sont faits pour aider les plus démunis. Je pense que ça, c'est deux choses, en fait. Okay. Quand on parle de quotas de logements sociaux, c'est par rapport au développement immobilier de nouveaux bâtiments, de nouveaux projets immobiliers résidentiels, la plupart du temps. Okay. Puis quand on dit le quota, je crois, c'est ça, je voulais vérifier avant qu'on s'appelle, j'ai pas eu le temps, mais c'est, je crois, entre comme 10 et 20%. Dans le fond, c'est pas obligé, oui, c'est suggéré fortement que les développeurs immobiliers incluent dans leur nouvelle tour à condo des logements sociaux. Ce que ça permet, c'est que, disons, qu'on aurait dans une flotte immobilière, entre 15 et 20% justement des nouvelles constructions qui, au moins, font l'espace pour les plus vulnérables. Okay. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à l'immobilier. Par exemple, après ça, si on parle de le jardin communautaire qui, oui, a une fonction de produire, des fois, dans des espaces verts, il y a l'agriculture urbaine, donc oui, on produit de la nourriture, des aliments frais. Puis oui, c'est sûr que ça contribue à ce que les gens puissent se nourrir. Donc, ça a un effet positif. Donc, ce qui serait l'idéal, c'est qu'il y ait une mise en place sérieuse et efficace de la réglementation pour que vraiment les développeurs immobiliers mettent en place ce 15%, 20%, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais c'est quelque chose autour de ça. Donc, ce serait souhaitable, c'est ce qu'on veut. Mais c'est là aussi, pardonnez-moi, c'est là aussi où on revient à la question la plus fondamentale de tout ça, c'est qui s'occupe de gérer la gentrification en ville. Ouais, puis, exact. C'est beaucoup d'acteurs, je veux dire, tout le monde est impliqué dans une chaîne qui a un impact là-dessus. Il y a plusieurs causes, il y a plusieurs conséquences. C'est ça que je veux soulever aussi, c'est tout ça s'alimente de soi-même. Puis c'est sûr que si on développe des tours avec aucun logement social dedans, puis qui sont 3 fois le prix de ce que quelqu'un pouvait se permettre dans ce quartier-là juste avant, ça a un effet plutôt négatif pour ces gens-là. Oui. Ouais. D'autant qu'on voit, par exemple, alors, ça m'a fait sourire, bien que j'ai trouvé ça triste, mais Griffintown, on a construit, et on n'a même pas pensé à faire des écoles. Je trouve ça assez incroyable. Puis il y a un autre point que j'aurais aimé aborder avec toi, et je ne sais pas si tu vas pouvoir développer un petit peu ça. J'ai vécu à Saint-Henri, j'ai vécu à Hochelaga. Je vis maintenant à Rosemont et j'ai remarqué quelque chose, en tout cas si vous lisez un tout petit peu les journaux, il y a eu des problèmes de vandalisme sur ces boutiques et autres cafés associés à la gentrification et à l'éco-bourgeoisement. C'est vrai que ces commerces-là proposent des choses plus chères, des cafés plus chers, de la bouffe plus chère. Mais j'étais toujours stupéfait que ce soit ces boutiques-là qui soient vandalisées plutôt que les grandes... Alors je dis pas qu'il faut vandaliser évidemment, hein, c'est pas ça, mais que la colère soit pas tournée vers
les gens qui créent la vraie précarité, à savoir McDonald's, Domino's Pizza et autres, je pourrais en citer toute une palanquée, mais à quoi est-ce que toi t'associerais, alors c'est un peu plus large, c'est presque de la sociologie, je pense c'en est même, mais comment t'expliquerais ça toi? Ben, je suis vraiment contente que tu abordes ce point-là parce que c'est un peu ça qui me fâche aussi des fois, c'est que il y a différentes façons de réagir puis d'agir face à ce problème-là, c'est sûr. C'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à ceux qui tirent vraiment les ficelles, c'est-à-dire, tu l'as mentionné, bon, des grandes entreprises privées, la ville et les développeurs immobiliers. Oui. Après, c'est sûr que dans ces espaces-là, il va y avoir des petits cafés, il va y avoir un petit jardin, des gens qui vont s'appliquer, des citoyens comme toi et moi. Mais est-ce que vraiment eux sont les responsables de cette grande chaîne-là? Moi, j'ai vraiment de la misère à me dire que c'est ça, puis que c'est là qu'on doit agir parce que, ben, il y en a des beaux projets aussi, puis je pense que c'est oublier toute la liste de côtés positifs que ça peut amener aussi, c'est de le réduire à nouveau café dans le Schlag ou nouveau je ne sais quoi dans le sud-ouest. Donc, c'est mal. Puis souvent, en tout cas, bref, ça c'est un autre point, je vais revenir à l'argument central, mais j'aimerais juste peut-être faire un peu l'éloge de certains points positifs. C'est pas pour dire que la gentrification c'est bien, c'est vraiment pas ça le point, mais quand on amène des espaces comme ça, que ce soit un café communautaire, que ce soit un parc, que ce soit un jardin communautaire et tout ça, ben on augmente la chance que beaucoup d'individus qui ne sont pas des mêmes réseaux sociaux se rencontrent. Donc, on crée de la cohésion sociale. Il y a des milieux de vie qui émergent de ça. On pense aux ruelles vertes, par exemple. On peut en faire l'éloge des ruelles vertes. La gestion des eaux de pluie, les îlots de chaleur, la sécurité alimentaire, l'agriculture urbaine, les changements climatiques. C'est vraiment une série d'éléments positifs qui sont associés au fait qu'on verdisse ou qu'on embellisse ou qu'on crée des milieux de vie dans nos quartiers, dans nos villes. C'est ce qu'on souhaite. On ne voudrait pas non plus une ville à l'inverse. Après, d'accuser, c'est ça, ces gens-là, d'être ceux qui initient ce gros mouvement, cette vague de gentrification, c'est facile et c'est trop rapide parce que ils en font partie. Mais ce ne sont pas les seuls. Et malheureusement, d'aller faire des graffitis, d'aller péter les fenêtres de ces petits cafés-là, moi, je trouve ça blessant pour ces gens-là qui essayent vraiment fort dans leur vie de faire des initiatives positives du bas vers le haut, donc avec les citoyens, pour les citoyens, puis qu'on s'attaque à eux pour une structure beaucoup plus grande puis beaucoup plus complexe qu'eux. Puis c'est décourageant parce que déjà que c'est très, très difficile de faire ce genre de projet-là parce que c'est super, souvent c'est bénévole ou à perte d'argent qu'on fait ça. Oui, exactement. C'est très décourageant que là, on nous dise, en plus, c'est le quartier gentrifie puis que les condos arrivent à Hochelag. Non, c'est pas ça. Après, ça fait partie de plein de choses. Je veux pas qu'on l'enlève de l'équation, c'est juste, ce n'est pas que ça. Puis, il y en a plein de choses à faire. Si on veut militer, si on veut, c'est pas d'aller justement faire du vandalisme, mais des fois, il faut juste déranger à la bonne place. Puis, la bonne place, il faut juste se demander, elle est où? C'est une bonne réflexion qu'il faut avoir. Oui, exactement. C'est un super bon point. Si vous voulez que les choses changent, chers auditeurs, chères auditrices, décidément, je fourche, impliquez-vous. C'est pas les autres qui vont faire à votre place. Faites ce que vous aimez, je sais pas, vous aimez la radio, prenez un micro de radio si vous en avez l'opportunité. Vous aimez le jardin, inscrivez-vous sur une liste de jardins communautaires. Oui, c'est 3, 4, 5 ans d'attente, mais vous allez voir, ça passe super vite. Je le sais, je suis passé par là. Et effectivement, dans mon jardin communautaire, il y a de tout, des jeunes, des vieux, des musulmans, des catholiques, écoutez, il y a de vraiment tout, et tout le monde vit ensemble. Il y a des corvées générales où tout le monde s'amuse ensemble, où on mange ensemble, bref, c'est la mixité sociale, la vraie. Et j'ai pas l'impression vraiment que les gens qui sont là soient... En tout cas, il n'y a personne qui arrive dans une grosse bagnole ou n'importe. Donc, bref, et je vous parle d'un jardin communautaire à Rosemont. Donc bref. Merci. Est-ce que c'est... Non, je t'en prie. C'est une minute. Ouais, ok. Juste un petit point pour terminer. Puis tu sais ce que tu dis, des fois, les gens vont se dire justement la même question que tu viens de demander. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis toujours la question, ok, maintenant, comment on passe à l'action? Mais quand on parle de la ville par et pour les citoyens, c'est toi, Thibault, c'est moi, Alexandra, qui, moi, j'ai une idée, fais-le. Oui, allez voir. Rassemble des gens avec toi, puis des fois, la seule différence entre quelqu'un qui chiale mais qui fait rien, puis l'autre personne qui au moins fait des choses, c'est qu'elle le fait, c'est tout. Puis des fois, c'est vraiment moins compliqué, puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mécanismes. En plus, à Montréal, on est quand même vraiment chanceux et chanceux pour ça. Mais
quand on pense, il y en a plein d'exemples positifs justement de groupes citoyens qui se rassemblent pour faire des choses. Puis faut pas, j'aimerais juste pas en fait, puis je pense que le débat autour de la gentrification est nécessaire. L'action contre la gentrification, elle est super nécessaire et urgente. Mais je pense qu'il faut vraiment pas se dire, faut pas associer des citoyens qui font un espace public, qui embellissent la ville, qui font des espaces de vie. C'est égal à la gentrification parce qu'au contraire, c'est égal à tellement de belles choses que c'est ça. Dans le discours public, il faut juste pas réduire ceci à cela. Exactement. Voilà. Et notamment dans ceux qui vont pouvoir vous aider si vous avez une idée en lien avec de l'écologie ou de l'environnement à large dans votre quartier, dans votre ruelle, allez voir votre éco-quartier. Il y a 15 arrondissements sur 19 qui ont un éco-quartier. Puis je dis bien un éco-quartier, pas un éco-centre. L'éco-centre, c'est lui qui va ramasser vos morceaux de métal, bien nécessaire. Mais l'éco-quartier, c'est lui qui va vous aider à rendre plus beau votre quartier, plus vivable, plus vert. Fait allez les voir, ça leur fera, ils ont des, pour vrai là, c'est leur rôle, ils ont des budgets pour faire ça. Fait allez les voir et puis ayez du gros fun avec vos voisins, ça va être, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup Alexandra. Ça fait plaisir. Comme de tradition dans l'émission, je t'ai demandé de nous choisir un petit morceau de musique. Je t'écoute nous le présenter. Oh, ok. Ben, évidemment, j'ai choisi une chanson d'Amérique latine, de l'Argentine, qui s'appelle El Libro de los Abrazos, qui est le livre des câlins. C'est un peu plus ce qui était en français. Mais c'est un livre d'Edardo Galeano. Puis, dans le fond, ce groupe qui s'appelle Che Sudaca, on a fait une chanson. C'est du reggae, fait que c'est vraiment joli. C'est vraiment cool. On écoute ça tout de suite sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Merci beaucoup, Alexandra. Et au plaisir, peut-être à une autre fois. On se revoit dans les jardins. Oui, avec plaisir. Bonne journée. Merci, bye. Bye. On écoute donc tout de suite Che Sudaca sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Il est 8h43. C'est le lendemain de la veille. Thibaut dans vos oreilles. On se retrouve dans quelques instants.